Paris tremble, Issa Chiroma attaque Paul Biya devant la justice internationale. Un homme? Une liste? 21 personnalités. Et au sommet de cette liste, le nom de Paul Biya. Pas dans un discours d'opposition. Pas dans un tract de campagne. Pas dans un meeting politique quelque part à Yaoundé ou à Douala. Dans une plainte pénale déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce jour-là, quelque chose a changé. Quelque chose d'irréversible. Parce qu'une plainte, mes chers amis, ça ne se retire pas aussi facilement qu'un communiqué de presse. Ça s'instruit. Ça enquête. Ça convoque. Et parfois, ça condamne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cette affaire ensemble. Qui est derrière cette plainte? Que dit-elle exactement? Quels sont les noms sur la liste? Et surtout, est-ce que la justice internationale peut vraiment faire trembler un régime africain en place depuis plus de 40 ans? Restez avec moi. Jusqu'à la dernière seconde. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous n'en avez probablement entendu qu'une infime partie sur les réseaux sociaux. L'histoire complète commence maintenant. Partie 1. Contexte et fait, le 12 octobre 2025, tout commence. Pour comprendre ce qui se passe à Paris en ce mois de juin 2026, il faut remonter le fil. Il faut revenir à une date précise. Une date que beaucoup de Camerounais ont gravée dans leur mémoire comme un tournant, pour le meilleur ou pour le pire selon où l'on se trouve. Le 12 octobre 2025. Ce jour-là, le Cameroun organise une élection présidentielle. Comme à chaque scrutin depuis des décennies, les Camerounais se lèvent tôt, font la queue devant les bureaux de vote, glissent leurs bulletins dans l'urne. Le rituel démocratique dans sa forme. Mais derrière la forme, une réalité bien plus complexe. Car ce scrutin n'est pas comme les autres. Cette fois-ci, plusieurs facteurs rendent la situation particulièrement explosive. Le pays sort d'années de crise dans les régions anglophones. Les tensions sociales sont à leur paroxysme. Et dans ce contexte, un homme se présente avec la conviction et selon lui, les preuves qu'il peut l'emporter. Cet homme, c'est Issa Chiroma Bakary. Ancien ministre de la Communication sous Paul Biya, oui, vous avez bien entendu, un ancien ministre du régime, reconverti en opposant déclaré, Issa Chiroma revendique non pas une victoire partielle, non pas un bon score honorable, mais une victoire totale, historique, populaire. Une victoire que les urnes auraient consacrée, selon lui, et que le régime en place aurait confisquée. C'est cette thèse qui va tout déclencher. Au lendemain du 12 octobre 2025, des résultats sont proclamés. Des résultats qui ne correspondent pas, selon Chiroma et ses partisans, à ce que les témoins de son camp auraient observé dans les bureaux de vote à travers le pays. La contestation s'organise. Des manifestations éclatent. Des Camerounais descendent dans les rues pour revendiquer ce qu'ils appellent la vérité des urnes. Et c'est là que les choses déraillent. Parce que face à ces manifestations, la réponse des autorités camerounaises va être, selon les termes mêmes de la plainte déposée à Paris, une répression sauvage et brutale. Des arrestations massives. Des détentions dans des conditions décrites comme inhumaines. Des morts. Des blessés. Des gens arrêtés simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, près de leur domicile, à proximité d'une manifestation à laquelle ils ne participaient même pas. Mais ce n'est pas tout. Parmi les victimes mentionnées dans la plainte, 2 noms reviennent avec une gravité particulière. Anissé Ekane, présenté comme un président et héros national par le camp de Chiroma, dont la situation a justifié le dépôt d'une plainte spécifique. Et Souleymane Tobi, victime selon le document de traitements inhumains et dégradants. Des noms. Des visages. Des histoires. Derrière chaque ligne de cette plainte, il y a un être humain qui a souffert. Une famille qui attend. Une vérité qui cherche à se faire entendre. Et c'est précisément pour porter ces vérités devant un tribunal que, 7 mois après les faits, Issa Chiroma a franchi le Rubicon. Partie 2. Le conflit, Paris comme terrain de bataille juridique. Posons-nous une seconde. Parce qu'il y a quelque chose de profondément symbolique et de profondément stratégique dans le choix de Paris comme lieu de dépôt de cette plainte. Pourquoi Paris? Pourquoi pas Genève? Pourquoi pas La Haye? Pourquoi pas Abuja ou Addis Abeba? La réponse est dans un principe juridique qui fait frémir les régimes autoritaires depuis des décennies, la compétence universelle. La compétence universelle, c'est la capacité pour un tribunal national, ici, le tribunal judiciaire de Paris, de juger des crimes graves commis à l'étranger, même sans lien direct avec la France,
dès lors que les faits concernent des violations suffisamment sérieuses du droit international, crimes contre l'humanité, actes de torture, exécutions extrajudiciaires. C'est ce principe qu'ont utilisé les avocats chiliens pour poursuivre Pinochet en Espagne dans les années 90. C'est ce même principe qui a permis de poursuivre des génocidaires rwandais en France, en Belgique, en Suisse. Et c'est ce même principe qu'Issa Chiroma et ses avocats, avec en tête Maître Alice Nkom, figure emblématique des droits humains au Cameroun, ont choisi d'activer. La France n'a pas été choisie par hasard non plus. Des liens historiques, culturels, juridiques unissent Paris et Yaoundé depuis plus d'un siècle. Et surtout, et c'est crucial, un certain nombre des personnes impliquées dans les événements post-électoraux ont des intérêts, des biens, des mouvements en France ou dans l'espace francophone européen. Ce qui donne à la justice française des points d'entrée supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Car ce qui rend cette plainte extraordinairement puissante, c'est sa précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'une plainte vague contre le gouvernement camerounais. Non. Il s'agit d'une liste de 21 personnalités nommément désignées. 21 noms. 21 visages. 21 individus à qui la plainte attribue une responsabilité précise dans la chaîne de commandement de la répression. Et en tête de liste, Paul Biya lui-même. Suivi de Ferdinand Ngo, Paul Atanga Nji, Joseph Betty Asomo, Clément Atangana. Et une cascade de généraux, de commissaires, de directeurs généraux, de hauts gradés militaires et policiers. C'est une cartographie de la répression. Une reconstitution de la chaîne de commandement. Une tentative de dire, voilà qui a donné les ordres. Voilà qui les a exécutés. Et voilà qui doit en répondre devant la justice. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Cameroun, un tribunal étranger est saisi pour juger des faits commis sur le sol camerounais par des autorités camerounaises contre des citoyens camerounais. C'est une rupture. Une rupture majeure avec l'impunité qui semblait jusque-là gravée dans le marbre. Et pour le régime de Yaoundé, c'est plus qu'une gêne. C'est une menace existentielle. Partie 3, révélation et décryptage, la liste des 21, un par un. Parlons maintenant de cette liste. Ces 21 personnalités. Parce que chaque nom sur ce document raconte quelque chose. Chaque nom représente un rôle précis dans le système. Paul Biya, numéro 1. 91 ans. Président du Cameroun depuis 1982. Sa présence en tête de liste est symboliquement dévastatrice. Car même si la procédure judiciaire peut prendre des années, même si les obstacles diplomatiques sont nombreux, le simple fait qu'un tribunal de Paris enregistre une plainte avec son nom dessus constitue un précédent sans équivalent dans sa longue carrière au pouvoir. Ferdinand Ngo, numéro 2. Secrétaire général de la présidence. L'homme qui, selon de nombreux observateurs, gère le quotidien du pouvoir quand le président est absent ou inactif. Sa présence ici n'est pas anodine. C'est lui qui détiendrait, selon la plainte, une délégation permanente de signature du chef de l'État. Ce qui signifie, en droit, qu'il agit avec l'autorité du président. Et donc qu'il peut être tenu responsable de décisions prises en son nom. Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. L'homme dont dépend directement l'organisation des élections au niveau territorial. L'homme qui supervise les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. La cheville ouvrière de l'appareil administratif qui a encadré le scrutin du 12 octobre 2025. Joseph Betty Asomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Autrement dit, l'homme politiquement responsable des forces armées. Si des soldats ont participé à la répression des manifestations post-électorales, c'est vers lui que remonte la chaîne de responsabilité civile. Mais ce n'est pas tout. La liste comprend aussi des figures moins connues du grand public mais tout aussi stratégiques. Éric Essous, directeur général des élections. Eno Abraham-Segbe, président du Conseil électoral. Deux hommes au cœur même du processus électoral dont Chiroma conteste les résultats. Et puis les hommes en uniforme. Le général Pelaine François, coordonnateur du BIR, le bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise. Galax Yves Landry et Toga, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Martin Mbargangel, directeur général de la Sûreté nationale. Ces noms sont ceux des chefs. Mais la plainte ne s'arrête pas là. Elle descend dans la hiérarchie. Elle nomme des commissaires divisionnaires. Des commandants de groupements mobiles. Des chefs de service de renseignement.
Des colonels. Des lieutenants-colonels. C'est une dissection de l'appareil répressif camerounais. Une radiographie. Une tentative de dire, l'impunité s'arrête ici. Même les exécutants peuvent être tenus pour responsables. Même ceux qui ont dit « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Parce que depuis Nuremberg, le monde sait que cette défense ne suffit pas. Et ce n'est pas tout encore. Issa Chiroma l'annonce lui-même dans son communiqué, la plainte déposée à Paris n'est que la première étape. D'autres instances internationales sont dans le viseur. Des mécanismes de contrôle des détentions arbitraires. Des organes de protection des droits fondamentaux. Une stratégie juridique internationale qui se déploiera dans le temps. Cela ressemble moins à un coup de colère qu'à une campagne planifiée, méthodique, professionnelle. Et c'est précisément ce qui la rend crédible et dangereuse pour ses cibles. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun et ses fantômes judiciaires. Permettez-moi maintenant de regarder cette affaire avec les yeux du bon sens. Ce bon sens camerounais profond qui, lui, ne se laisse jamais berner par les apparences. Parce que cette histoire a quelque chose de profondément savoureux. Non pas parce que des gens ont souffert, ça, ce n'est pas savoureux, c'est tragique. Mais parce que la mécanique qui se déroule sous nos yeux est d'une ironie que seule l'histoire sait produire. Voilà un homme, Issa Chiroma, qui a été pendant des années le porte-voix officiel de ce même régime qui l'attaque aujourd'hui. Ministre de la Communication. Défenseur des positions gouvernementales sur les plateaux de télévision. Homme du système. Homme de l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est lui qui tient la liste des accusés. C'est lui qui connaît les noms. Les fonctions. Les rôles. Les mécanismes internes. C'est lui qui sait comment fonctionne la machine parce qu'il a été, pendant longtemps, une de ses pièces. En langage camerounais populaire, on dirait que le chasseur est devenu le gibier, et le gibier est devenu l'avocat général. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre ironie dans cette affaire. Et elle concerne Paris. Paris, la ville lumière. La capitale de la République française. La patrie des droits de l'homme. La ville qui a vu naître la Déclaration universelle des droits de l'homme. Enfin, presque, c'est à l'ONU à New York que la déclaration a été adoptée, mais c'est à Paris qu'elle a été rédigée. Passons le détail. Paris est aussi, historiquement, la ville des liens ambigus entre la France et ses anciennes colonies africaines. La ville de la France-Afrique. La ville où se prennent parfois des décisions qui affectent des millions d'Africains sans que ces derniers n'aient leur mot à dire. Alors voir un opposant camerounais utiliser les outils juridiques de cette même ville pour attaquer un régime que Paris a souvent, par le passé, tacitement soutenu, il y a dans ça une poésie politique que même les plus cyniques parmi nous ne peuvent s'empêcher d'apprécier. C'est comme retourner l'arme de l'oppresseur contre lui-même. C'est utiliser le droit international, ce droit que les grandes puissances ont toujours invoqué pour les autres mais rarement appliqué à leurs propres alliés, pour mettre un régime africain devant ses responsabilités. Magnifique. Vraiment. Mais soyons honnêtes. Soyons rigoureux. Parce que la satire ne doit pas nous aveugler sur les réalités. Réalité numéro 1, la justice française est indépendante du politique, en théorie. En pratique, les affaires impliquant des chefs d'État étrangers sont souvent soumises à des pressions diplomatiques immenses. Des dossiers s'ouvrent. Des dossiers se ferment. Des procédures s'éternisent. La prescription guette. Et les accusés, entre-temps, vivent leur vie à des milliers de kilomètres. Réalité numéro 2, Issa Chiroma se présente lui-même comme président élu de la République du Cameroun. C'est une affirmation qui, aussi forte soit-elle, n'a pour l'instant aucune reconnaissance internationale officielle. Aucun État n'a reconnu sa victoire. Aucune organisation régionale ou internationale n'a invalidé les résultats officiels. Ce qui ne signifie pas que ces accusations sont fausses. Cela signifie simplement que le contexte juridique et politique est plus complexe que ce que les titres de réseaux sociaux laissent paraître. Réalité numéro 3, les plaintes déposées sur la base de la compétence universelle ont un historique contrasté. Certaines ont abouti à des condamnations historiques. D'autres ont été classées sans suite pour des raisons politiques ou procédurales. Le chemin de Paris à une éventuelle condamnation est long, sinueux, et parsemé d'embûches. Mais, et c'est là le point crucial, même une plainte sans condamnation produit des effets. Elle documente. Elle nomme. Elle crée un précédent. Elle restreint la liberté de mouvement des personnes visées, car voyager dans certains pays devient risqué quand votre nom figure dans un dossier judiciaire international.
Elle envoie un signal au régime voisin. Et elle donne aux victimes quelque chose d'inestimable, le sentiment que leur douleur a été entendue. Que leur histoire a été écrite quelque part. Que l'oubli n'aura pas le dernier mot. Le fond du problème, l'impunité comme système. Ce que révèle cette affaire au fond, et c'est là où je veux en venir, c'est la question de l'impunité comme système de gouvernance. Le Cameroun n'est pas le seul pays africain, ni le seul pays du monde où des dirigeants ont exercé le pouvoir sans jamais rendre de compte sur des décisions qui ont coûté des vies. Mais le Cameroun est un pays où cette impunité a atteint un degré de raffinement particulièrement élaboré. Pendant des décennies, les mécanismes nationaux censés contrôler le pouvoir, la justice, l'Assemblée nationale, les institutions de contrôle ont fonctionné dans une orbite tellement proche du pouvoir exécutif qu'ils n'ont jamais pu jouer leur rôle de contre-pouvoir réel. Les plaintes déposées au Cameroun contre des responsables gouvernementaux? Elles se perdent dans des tiroirs. Les enquêtes ouvertes sur des faits graves? Elles s'éternisent sans conclusion. Les victimes qui témoignent? Elles risquent parfois d'aggraver leur situation en parlant. C'est dans ce contexte de blocage institutionnel total que la compétence universelle devient une soupape. Un espace de recours pour ceux qui n'en ont plus aucun à l'intérieur de leurs frontières. Et Issa Chiroma le dit lui-même dans son communiqué, avec une formule lapidaire, là où la justice camerounaise, inféodée au régime usurpateur, aurait nécessairement failli, la justice internationale entendra les victimes. On peut débattre des termes. On peut discuter des qualificatifs. Mais la réalité que décrit cette phrase, l'incapacité d'un système judiciaire national à juger ceux qui le contrôlent, est une réalité documentée par des rapports d'organisations internationales des droits humains depuis des années. Amnesty International. Human Rights Watch. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces organisations ont, à des degrés divers, documenté des situations préoccupantes au Cameroun. Pas dans un vide. Pas sur la base de rumeurs. Sur la base d'enquêtes, de témoignages, de faits. Ce n'est pas la satire qui le dit. C'est le droit international. Mais ce n'est pas tout. La plainte mentionne quelque chose qui devrait interpeller tout démocrate, quelle que soit sa position politique, des civils traduits devant un tribunal militaire pour des faits liés à des manifestations politiques. Un tribunal militaire. Pour des civils. Pour avoir manifesté. Dans un état de droit digne de ce nom, les civils sont jugés par des tribunaux civils, avec des garanties procédurales claires, un droit à la défense effectif, et des recours en appel devant des juridictions indépendantes. Lorsque des civils se retrouvent devant un tribunal militaire pour des faits d'opinion ou de manifestation, c'est un signal d'alarme que le droit international des droits humains reconnaît comme particulièrement grave. Et c'est précisément ce signal-là que la plainte de Paris cherche à amplifier sur la scène internationale. Conclusion, la question qui change tout. Alors, où en sommes-nous? Un homme se présente comme président élu. Il conteste des résultats qu'il estime frauduleux. Il documente, pendant 7 mois, les souffrances de ceux qui ont payé le prix de cette contestation. Et il saisit la justice internationale, arme par arme, nom par nom, responsable par responsable. Face à lui, un régime qui a traversé 40 ans de contestation. Un régime qui a survécu à des tentatives de coup d'État, à des guerres civiles larvées, à des crises économiques, à des pressions internationales. Un régime qui a la longévité pour lui et l'appareil d'État en main. La bataille est inégale. C'est une évidence. Mais voilà ce que l'histoire nous enseigne, ce ne sont pas toujours les plus puissants qui gagnent les batailles longues. Ce sont les plus patients. Les plus méthodiques. Les plus déterminés. Ceux qui comprennent que la justice internationale ne se gagne pas en un jour, mais se construit dossier après dossier, précédent après précédent, décision après décision. Slobodan Milošević a gouverné la Serbie avec une main de fer. Il a fini devant le tribunal pénal international. Charles Taylor a dirigé le Libéria avec une violence absolue. Il purge aujourd'hui une peine de 50 ans de prison au Royaume-Uni. Ces exemples ne sont pas des garanties. Ils ne signifient pas que la même issue attend nécessairement les personnalités citées dans la plainte de Paris. Mais ils signifient quelque chose d'essentiel, le temps de l'impunité a une fin. Et c'est cette conviction, pas la certitude, mais la conviction, qui est au cœur de ce que vient de faire Issa Chiroma. Que vous soyez pour lui ou contre lui. Que vous croyez à sa victoire électorale ou que vous en doutiez. Que vous soyez proche du régime de Yaoundé ou que vous le combattiez. Il y a une question que cette plainte pose à chacun d'entre nous. Une question simple. Une question brutale.
Une question qui résonne au-delà du Cameroun, au-delà de l'Afrique, dans chaque démocratie fragile de cette planète. Peut-on continuer à gouverner des peuples entiers par la force, par la peur et par l'impunité, alors que les outils du droit international existent, s'affûtent et se rapprochent? Répondez dans les commentaires. Partagez cette analyse avec vos proches. Parce que comprendre ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur l'état du monde demain. À très bientôt.